bonjour. Donc moi je suis Cédric Lardeux, donc je travaille à ONEF International. Donc en fait c'est une filiale de l'ONF. Donc un peu comme l'ONF, on travaille forcément sur la forêt, mais à l'international. Ce qui veut dire que les thématiques ne sont pas nécessairement forcément les mêmes, mais c'est toujours lié à tout ce qui est suivi de la forêt, tout ce qui est lié au reboisement, études sociales ou des choses comme ça. D'accord. Donc ça veut dire que le spectre d'ONFI en fait est assez large au niveau de la forêt. Donc ça peut être des études sociologiques, statistiques, mais aussi dans le suivi de la forêt, il y a tout un aspect cartographique. D'accord. Et là, je vais aller un petit peu plus loin sur ce côté cartographique. Je vais même aller jusqu'à la télédétection, parce qu'on peut avoir des cartes qui sont déjà existantes, faire des analyses, en fait, principalement du SIG. Mais là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est le travail de l'équipe dans laquelle je suis, donc l'équipe géomatique, où nous, en fait, on fait de la télédétection. Et donc, on est amené aussi, évidemment, à utiliser des logiciels comme ArcGIS, Envi et QGIS. D'accord. Donc, moi, j'ai été baigné enfin, Envi surtout, en télédétecteur. J'ai fait un peu d'ArcGIS, mais pas plus que ça. Et rapidement, je suis passé à QGIS. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un projet qu'on a mené récemment, enfin, il y a à peu près 2 mois, de suivi de la forêt. Donc, je vais revenir un peu en détail dessus. Et qu'on a mené quasiment de A à Z à 2-3 détails près avec de l'open source, alors qu'avant, on travaillait avec Envi principalement et ArcGIS. Et je vais pousser le vice jusqu'à un peu plus loin, c'est que ma collègue a travaillé il y a 2 ans, elle travaillait chez ITT, l'éditeur d'Envi. Voilà. Et par exemple, cette année, on n'a pas reconduit la licence Envi. Voilà, c'est juste pour vous donner un retour d'expérience. Bon, après, je ne fais pas de pub, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a réussi à substituer certains outils avec QGIS et l'OTB. Voilà, avec le module Processing. Bon, voilà pour le contexte. Donc voilà, je vais vous commencer par présenter le contexte. Les besoins par rapport au projet en question, hein. Évidemment, ce que je vais montrer, ça ne répond pas à tout, hein, mais à une partie. Je vais vous montrer la chaîne de traitement. Donc le but, c'est pas de vous assommer avec de la télédétection, mais c'est juste pour vous décomposer toute la chaîne de traitement et vous montrer quels outils on a utilisés à travers QGIS. Donc quand je dis à travers QGIS, c'est qu'on a une interface et tous les outils transverses, comme ce qu'on a vu, l'outil sextant ou appelé maintenant traitement. Donc pourquoi le choix du libre? Bon, on va revenir sur les formules habituelles, mais c'est quand même important. Et puis notre expérience utilisateur, donc ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, parce qu'au final, on a quand même tous les logiciels, on jongle avec, et les perspectives par rapport à ce projet, et puis d'une manière plus générale. Donc là, le projet qu'on a choisi, c'est des types de projets qu'on appelle des projets RAID. Donc pour ceux qui connaissent, en fait, c'est simplement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et notamment la déforestation. D'accord. Donc il y a tout un contexte Kyoto. Et l'idée de ces projets RAID-là, en fait, c'est de définir une certaine zone de projet qui, évidemment, est soumise, on le suppose, à une pression anthropique importante qui fait de la déforestation. Cette zone va être d'autant plus intéressante qu'il y a un potentiel forestier important, mais que celui-ci est dégradé. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de déforestation, il n'y a pas d'intérêt à le protéger. Enfin, je caricature, hein, toujours. Et donc, l'idée de ce projet-là, c'est que l'idée, c'est d'arriver à savoir si la zone va être déforestée, quels sont les facteurs de déforestation, et donc d'essayer de simuler l'évolution du couvert forestier dans le temps. Et de se dire, bon, bah, imaginons, il y a 10% en théorie actuellement de déforestation, bah, nous, on va essayer d'agir dessus. Alors, quand je dis nous, c'est pas ONFI, hein, c'est des organisations via des biais d'aide au développement, pour réduire cette déforestation. Et donc pour faire tout ce travail, il faut faire une simulation, des prévisions, et cette simulation, on doit la faire avec des données d'archives et actuelles. Et donc c'est là où intervient le suivi cartographique, où il y a un suivi de la déforestation, donc un suivi du couvert forestier, si vous préférez. Donc ce qui va se passer en fait souvent, c'est qu'on va travailler l'exemple, même si je ne vais pas dans le détail, c'est qu'en fait on va souvent travailler sur 10 ans. On va prendre une date au début, une date à la fin et une date au milieu. D'accord. On va réaliser une cartographie, enfin une classification en termes de télédétection, une carte d'occupation du sol, au moins forêt non forêt, et on va essayer de suivre cette couverture forestière. Et donc si on suit cette couverture, on va pouvoir se focaliser sur les zones de déforestation, et ensuite d'autres collègues vont faire de la modélisation à partir de cette carte de déforestation, de facteurs liés aux routes, les zones urbaines, enfin toutes ces choses-là. D'accord. Donc moi, le point sur lequel je vais me focaliser, c'est sur l'élaboration de cette cartographie et les quelques illustrations, même si, une fois de plus, je ne suis pas un sigiste, donc les cartes pourraient être plus jolies. Voilà. Donc bon, quelques illustrations juste c'est en RDC, donc on voit très bien qu'ici ici il y a des plantations qui ont même été brûlées, donc est-ce que c'est légal ou pas, c'est pas la question, mais tout ça pour vous montrer qu'il y a de l'activité. Voilà.
Donc ça, c'est une toute petite illustration, juste pour vous montrer que quand on travaille sur la zone, on a une zone dite de projet, on a un certain nombre d'images. Donc là, en fait, vous avez 2 bandes d'images satellites. Donc à la base, il y en a 4, et en fait, il manque une autre image, mais c'était juste pour l'illustration. On peut mettre d'autres images ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, juste pour le projet, on a au moins 3 images satellites. Et après, il ne faut pas oublier, on a 3 dates. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a toute une gestion de la cartographie à faire entre les 3 dates et entre chacune des dalles. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des nuages, et évidemment, ce n'est pas la même couleur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a toute une part de télédétection qu'habituellement on a géré avec des logiciels du commerce, et que là, on a réussi à réaliser avec des logiciels gratuits, en l'occurrence l'Orfeo Toolbox. Voilà. Et donc l'idée, c'est que nous, on va dire, enfin moi, télédétecteur, je pars de ces images satellites et je veux arriver à quelque chose qui va ressembler à ça, une carte d'occupation du sol, avec un certain nombre de classes qui sont liées au projet. Voilà. Et donc tout ça, je vais vous montrer comment on a procédé, quels sont les outils et les choix qu'on a faits. Donc là, j'ai répertorié les besoins principaux en télédétection. Je ne vais pas tous les détailler, mais les plus importants, c'est par exemple l'import d'images. Donc là, on parlait souvent de shapefile, de géodatabase ou des choses comme ça. En télédétection, il y a un peu la même thématique. Je dirais même, je pense que c'est plus compliqué parce que chaque fournisseur d'images fournit son format d'image. Et en l'occurrence, suivant l'outil qu'on va utiliser, on va être plus ou moins souple. Alors c'est très subjectif ce que j'ai écrit, hein. L'idée c'est des ordres de grandeur, donc il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec mes notations. Mais par exemple, évidemment, Envy est très, très bon pour prendre des images satellites. À l'opposé, je dirais que ArcGIS, je pense qu'il n'est pas aussi bon. Et QGIS, grâce à GEDAL notamment, on peut à peu près utiliser toutes les images satellites qu'on veut. D'accord ? Après, on a toutes les fonctionnalités, ce que j'ai appelé optimisation d'affichage, c'est le stretch, des choses comme ça, qui ne sont pas les mêmes suivant les logiciels. On a des outils pour faire du traitement d'image, donc le filtrage. La classification, c'est le traitement semi-automatique pour passer d'une image satellite à uniquement 5 ou 6 classes, par exemple. On a des post-traitements pour améliorer les défauts. On a besoin aussi éventuellement d'outils de vectorisation quand le client veut, souvent il veut du vecteur, hein. Donc on va avoir besoin de vectoriser. On va éventuellement devoir éditer cette carte vectorielle parce qu'il peut y avoir des petits défauts, il y a toujours des choses manuelles à faire. On a besoin éventuellement de faire des statistiques de classification, ça c'est le contrôle qualité, d'accord. Et à la fin on a la mise en page de carte. Donc on voit on a quasiment toute la chaîne, bon, il y a des éléments entre-temps, mais on a à peu près toute la chaîne pour faire une carte. Et tout ça vu avec le point de vue d'Envy, d'ArcGIS, QGIS. Et donc QGIS Processing, c'est juste pour vous montrer quel outil on a utilisé, enfin quelle branche est adaptée de QGIS pour nos histoires. En l'occurrence les traitements. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop commenter, mais ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, Envy est très bon pour tout ce qui est télédétection, pour tout ce qui est affichage vectoriel, c'est pas aussi bien que ça. Au contraire, ArcGIS, sur certains aspects, est plutôt pas trop mauvais, voire bon pour de la vectorisation, édition vectorielle. Alors j'ai mis des plus, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, et d'ailleurs j'aurai des questions à la fin, dans les défauts, par rapport à ça. Et après, QGIS, en fait, c'est un bon compromis entre tout ça, surtout avec l'outil Processing. Voilà, donc là, la chaîne de traitement, alors l'idée c'est qu'on a des images en entrée qui sont tout en haut à gauche. On va les traiter pour qu'elles soient un peu plus lisses avec le filtrage. Donc là, on a utilisé l'Orfeo Toolbox via le module QGIS Processing. De l'autre côté, on a ce que j'appelle classe de référence, c'est qu'en fait, on a besoin de classes dites d'entraînement, c'est-à-dire qu'on fait des polygones sur l'image en ayant une information a priori de la zone. Sur les images satellites, quand c'est vert sur Google Earth, par exemple, on va dire que c'est de la forêt, donc on va faire un polygone, on lui dit que c'est de la forêt. Si au contraire, c'est comme de l'eau, si c'est bleu, on lui dit que c'est de l'eau. D'accord ? Donc tout ça, évidemment, on le fait avec QGIS. Après, ensuite, quand on met en interaction ces deux-là via toujours l'Orfeo Toolbox, via QGIS Processing, on peut générer une classification. Ensuite, cette classification, on va faire un post-traitement qui est utilisé avec QGIS. Donc c'est l'outil qui s'appelle Tamiser. Et ensuite, on va pouvoir faire une vectorisation, cette fois-ci avec Saga. Ensuite, on peut faire des statistiques de classification. Alors là, on voit, j'ai mis Envy QGIS. Pourquoi ? À l'époque où on l'a fait, je ne savais pas qu'on pouvait le faire avec l'Orfeo Toolbox. Et donc, en fait, on a jonglé avec tous les outils qu'on avait pour aller vite. Sauf que, en fait, on a testé aujourd'hui l'Orfeo Toolbox. Donc maintenant, l'étape 5, on peut la faire très facilement, et plus facilement même que ce que je faisais avec l'Orfeo Toolbox.
et puis évidemment la 6 avec QGIS. Voilà. Donc là, on voit, en fait, c'est juste pour montrer la chaîne, c'est que partout, il y a du QGIS ou de l'OTB. Voilà, donc pourquoi on a choisi ça? Évidemment, il y a le côté gratuit, mais ce côté gratuit, en fait, c'est pas tellement, enfin, c'est pas que le fait qu'il soit gratuit, c'est le fait qu'on peut le donner à n'importe qui. Et par exemple, à ONFI, donc moi je fais de la géomatique, donc en fait, on va dire que dans notre équipe, on peut utiliser tous les logiciels, et on les utilise entre guillemets à fond, et encore. Donc on estime qu'on peut payer une licence ArcGIS par exemple, hein, c'est plus le cas. Mais par contre, tous mes collègues qui ont besoin d'avoir juste de mettre un shapefile, un TIFF juste pour faire de la visualisation, vous imaginez que si on est 30, il faut acheter 30 licences juste pour faire de la visualisation. QGIS prend tout son sens. Et en fait, actuellement, on a une licence ArcGIS, mais tout le monde a du QGIS. Voilà. L'autre intérêt aussi, donc, c'est qu'il est, donc comme j'ai dit, c'est qu'il est facilement distribuable. Récemment, il y a un mois, j'ai été faire une formation, former l'équivalent de l'IGN burkinabé, donc au Burkina. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, j'ai fait avec l'OSGeo installeur. J'ai sur ma machine, sous Windows, parce qu'ils étaient sous Windows, j'ai téléchargé tous les paquets qu'il fallait, l'OTB, Saga, tout ce qui va ensemble. Ce dossier, ce téléchargement-là, il est dans un pack. Et donc ça veut dire qu'après, on peut, une fois qu'il est téléchargé, on peut, en le prenant dans une clé USB, le réinstaller ailleurs sans avoir besoin d'Internet. Et ça, c'est fondamental, parce que dans les pays, en tout cas, tous ceux où on va, bassin du Congo, même au Burkina, même là où il y a des connexions pas trop mauvaises, s'il y a 1 ou 2 gigas à télécharger, ça peut tout simplement ne pas marcher ou être très long. Alors que là, vous l'avez dans la clé, vous le mettez. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est des outils qui sont nécessaires, suffisants et voire plus. En fait, il y a tellement de fonctionnalités tout le temps en développement. Et surtout, là où que je veux aussi vous montrer, c'est qu'on peut personnaliser certains de ces outils. Et donc c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Donc alors là, je vais un petit peu vite, mais donc je rappelle que grosso modo, la transition que je voulais montrer de Envie à l'Orfeo Toolbox, c'est d'utiliser l'Orfeo Toolbox. Donc l'Orfeo Toolbox, c'est une boîte à outils qui est très bien, qui maintenant est interfacée depuis au moins 2 ans, je pense, dans QGIS via l'outil Processing. Le seul problème quand même où je trouve qu'il y a un défaut, c'est qu'en fait, Sextant, apparemment de ce que j'ai compris, il est obligé d'afficher toutes les options possibles dans une même fenêtre, même si, si vous voulez, normalement, quand vous avez un outil, vous choisissez par exemple un menu déroulant qui vous choisit l'algorithme que vous souhaitez, et une fois que vous avez choisi l'algorithme, il y a les paramètres qui vont avec. Et en fait, Sextant, il affiche tout en même temps, donc en fait, vous vous retrouvez avec, par exemple, j'exagère, 100 paramètres en même temps, alors qu'en fait, suivant l'outil que vous allez utiliser, vous n'avez besoin que de 2 ou 3 réglages, d'accord ? Donc, suite à ça, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé, en fait, j'ai mis l'adresse là-haut. Quelqu'un, en fait, sur son site web, il explique comment on personnalise l'interface du menu OTB. Je ne dis pas qu'on peut le faire avec tous les autres outils, je ne suis pas spécialiste. Mais toujours est-il que ce qu'on voit, en fait, en rouge ici, c'est le menu général qui est d'origine. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé juste les routines qui m'intéressent. Et là, on voit cartographie 0, 1, 2, 3. En fait, j'ai simplement personnalisé des fichiers qui sont dans Sextant. D'accord. Donc quand je dis personnalisé, c'est-à-dire que je les ai renommés. Donc ce qu'on remarque, c'est que j'ai fait exprès de faire un menu cartographie qui s'appelle 1 parce qu'il se retrouve tout en haut. Après j'ai mis dans l'ordre avec des numéros, parce qu'en fait quand je suis allé au Burkina, c'est beaucoup plus simple pour des non-spécialistes. Je leur dis voilà, vous allez dans le menu cartographie et vous avez tout dans l'ordre. Donc tout de suite c'est plus simple, ils n'ont pas forcément à réfléchir. Et ce que je vais montrer après, donc il y a ça, j'ai oublié de préciser, c'est qu'évidemment on peut traduire, on met la langue qu'on veut. Donc là, évidemment, c'était du français, mais à l'origine, c'est écrit en anglais. Donc moi, je l'ai écrit en français. Et on va aller plus loin, c'est qu'après, chaque outil, évidemment, le personnalise. Parce qu'en fait, une fois de plus, l'Orfeo Toolbox est extrêmement puissante. Il y a des outils de classification très très pointus, mais quand on n'est pas spécialiste, je vous garantis, c'est quelqu'un qui n'en a jamais fait, il s'en va tout de suite parce qu'il y a trop de réglages. D'accord ? Et même moi qui connais certains trucs, je sais qu'il y a des choses que je n'utilise pas et donc je n'ai pas envie de les utiliser. Et donc c'est là où c'est très fort avec cet outil de personnalisation. C'est juste du texte à éditer. Et ben c'est que donc là à gauche vous voyez le menu d'origine. Donc il est écrit en anglais avec un certain nombre de paramètres. Alors que si vous regardez, voilà, par exemple lequel, voilà, par exemple là vous voyez ici vous avez SVM kernel type. C'est une option. Donc là là vous avez le choix de choisir le menu. Et moi, pour la formation, j'ai estimé que le linéaire par défaut était suffisant, donc je ne l'ai même pas fait afficher. Donc on ne peut pas le changer, mais c'était volontaire, parce qu'en fait, suivant le public
auxquels on va s'adresser, le fait qu'il y ait trop de réglages, ça va effrayer les gens. Donc là, en fait, j'ai laissé juste les réglages nécessaires. Donc, bon, je ne vais pas le commenter, mais ce que je veux dire, c'est que même là, si vous voulez, vous pouvez encore ne laisser que 2 paramètres et tout mettre par défaut, si vous voulez. Donc, à la fin, la personne, elle met juste input, output, elle fait run et c'est fini, d'accord? Donc, c'est en ça que c'est vraiment très puissant. Et on peut l'adapter à tous les niveaux, en fait, hein. Parce que même pour moi, l'outil de base, je l'ai personnalisé parce qu'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, en fait. Donc, voilà. Voilà, donc là c'est un peu le résumé de tout ce que j'ai dit, hein. Donc l'intérêt de la personnalisation, c'est qu'on peut, on peut changer la langue, on peut choisir les options, et aussi, j'ai pas dit, hein, mais toutes les options par défaut, évidemment, on peut les choisir. Donc si on veut aller jusqu'à forcer l'utilisateur à faire ça, on va le faire. Et voilà, donc en gros, on peut l'adapter à tout le monde. Voilà, donc là au niveau de l'expérience utilisateur, moi globalement, je pense que je vais presque plus utiliser Envie, sauf pour certains trucs. Des petits détails, par exemple la calculatrice raster j'en ai pas parlé, hein, mais la calculatrice raster de QGIS, j'ai essayé certaines fonctions logarithmiques ou des choses comme ça. Il y a des choses qui ne marchent pas, alors peut-être que je les utilise mal, j'en sais rien, mais il y a des choses comme ça qui ne marchent pas très bien pour moi. Mais pour toute la chaîne que j'ai faite là, pour vous dire, en fait, hein, c'est pas moi réellement qui ai fait le travail, j'ai supervisé, et mon collègue que j'ai formé à faire ça, il a eu aucun problème à le faire. Donc, même s'il avait déjà un passé de sigiste. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est adaptable, simple d'utilisation, donc ça j'en ai pas parlé, mais à l'occasion de la formation Burkina Faso, mes collègues de l'IGN avec qui j'y suis allé sont utilisateurs de ArcGIS principalement. Et là, on a été obligé de faire de l'open source parce que c'était trop cher. Et même quelqu'un qui a utilisé depuis 20 ans ArcGIS, maintenant, il y a plein de trucs, quand il retourne sur ArcGIS, parce qu'il l'utilise quand même, il est très frustré, comme on l'a dit, les styles, par exemple, copier les styles, ça, on ne se rend pas compte, mais c'est un confort énorme. Enfin bon, il y a plein de petits détails comme ça. Donc comme j'ai dit, le déploiement, et ça c'est vraiment pas négligeable, hein, parce que là on est presque indépendant des paquets. Alors après sur Ubuntu ça peut être plus compliqué quand même, parce qu'il faut le faire en ligne de commande. Ah oui, je l'ai écrit mais je l'ai pas dit, c'est que j'ai même été jusqu'à pousser le vice à créer une live USB comme ce qu'a déjà fait l'OTB ou l'OSGeo, sauf que là j'ai intégré tous les outils en fait que j'ai personnalisés. Ça veut dire que dans la clé USB, les gens peuvent l'installer ou même carrément l'utiliser sur n'importe quelle machine. Donc si par exemple, comme je l'ai déjà rencontré, il y a des virus et que les machines sont inutilisables, on prend la clé, on l'utilise et ça fonctionne bien. Voilà, donc évidemment on peut aussi ajouter des plugins, j'ai commencé mais pas réellement. Et donc après les limitations, alors j'en ai pas parlé, mais le lissage vectoriel, donc bon je suis pas du tout fervent de ça, mais moi je préfère travailler en raster, mais on est obligé des fois. Et donc on l'a essayé avec Grace, ça fonctionne, mais c'est lent, c'est un euphémisme. Alors on l'a testé sur des grosses données, mais quand même. À l'opposé, on l'a fait avec ArcGIS, qui va très vite, mais en fait, pendant cette formation, j'ai découvert que l'outil de lissage d'ArcGIS ne respecte pas la topologie. Donc il est rapide, mais il ne respecte pas ça. Donc dans les deux cas, il n'y en a aucun des deux qui est satisfaisant. Donc est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Moi, je suis preneur. Avec R, peut-être, j'en sais rien. Parce que j'ai commencé à regarder un peu et moi, je les veux, si vous les avez. Voilà. Parce qu'en plus, du coup, on sera encore plus indépendant dans nos formations par rapport à ça. Et c'est pas négligeable. Édition vectorielle aussi, c'est un peu un appel et un constat. Quand on a vectorisé notre raster, d'accord, donc on a quand même un vecteur assez complexe parce que c'est des pixels à la base, hein, pas simplifié. Et quand on veut les éditer, donc quand je dis les éditer, c'est soit remodeler des polygones ou changer les labels, bon ça fonctionne. Et encore, c'est un peu lent avec du shapefile parce que je ne suis pas passé à PostGIS encore. Et donc j'ai remarqué qu'il y a plein de bugs. Enfin, il y a plein de bugs. On n'arrive pas à remodeler quand je fais ma vectorisation de mon raster, quand j'essaie de remodeler, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je fais plein de petits polygones à la main, ça marche très très bien. Et d'ailleurs, je dois dire au niveau ergonomie de tout ce qui est édition vectorielle, c'est génial. Mais par contre, pour ce qu'on fait, ça ne marche pas. Alors, soit je ne sais pas l'utiliser, soit il y a un bug. Donc, une fois de plus, je suis preneur. Voilà. Statistiques de classification, bah, c'est assez réglé dans le train. Justement, avec l'OTB, ça fonctionne très bien. Et puis, voilà. Donc là, oui, les perspectives. Donc voilà ce que je disais, le côté lissage. Les causes aussi Mollusque, parce qu'en fait, c'est des outils qui sont bien pour nous quand on fait du land use, land cover change, le mot barbare pour simplement dire qu'il y a du changement d'occupation du sol et qu'on veut voir les conversions. Il y a un outil qui est très bien dedans, j'ai commencé à le tester. Donc une fois de plus, hein, on peut faire tout ça avec QGIS et puis avec Envy ou autre.
La personnalisation de l'OTB, donc ça c'est parce qu'il y a plein d'autres outils très intéressants. Il y a R justement, en fait, par rapport à un problème qu'on avait, par exemple d'échantillonnage de points, d'échantillonner des points aléatoirement avec une distance fixe, on utilise ArcGIS, maintenant on utilise R, mais moi ce que j'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps de le faire, c'est de l'utiliser avec un script R dans QGIS. Alors du coup ça fait peut-être la transition avec la présentation d'après, ce qui m'intéresse beaucoup. Faire du web mapping aussi, j'ai pas encore eu l'occasion de le forcer entre guillemets dans les projets, mais j'y crois beaucoup parce que surtout j'ai vu l'outil dans l'ISMAP avec l'outil temporel là, et je me dis que nous quand on fait ces projets là, il y a 3 dates, ce serait très très bien. Et puis évidemment, je pense que vous l'avez compris, je suis un fervent défenseur de l'open source, la télédétection. Et dans tous ces pays-là, il y a un peu des monopoles, on ne sait pas pourquoi. Et on a des solutions gratuites qui fonctionnent. Et donc voilà. Et bien j'ai fini. Je vous remercie.